Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour la Culture, le podcast. Je suis votre host, Moon, comme toujours, accompagné de mon co-host, Nanou. Comment tu vas? Ça va super gros, il fait beau. Il fait Tout pas va mal, bien, hein. Il fait pas mal, il fait frisquet, mais il fait mieux, il y a du soleil. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir accueillir un des créateurs de contenu les plus influents de son domaine. Plus de 300 000 abonnés sur YouTube, plus de 100 000 sur TikTok, plus de 75 000 sur Insta. On est avec... T'as les bons chiffres, hein? Ouais. On est avec Mathis Gillot, a.k.a. Under the Game. Comment tu vas, Mathis? Bah ça va très bien les gars, merci de m'inviter, franchement ça fait Pas trop de soucis, plaisir. pas de soucis. J'ai vu 2-3 épisodes, c'était carré, franchement vous êtes à fond dans votre truc et tout. Merci, ça fait plaisir d'être là. Ça fait super plaisir. Je me demandais déjà, avant qu'on commence, le nom Under the Game, ça vient d'où? C'est une histoire un peu bizarre parce qu'en fait j'ai voulu créer du coup un nom sur les réseaux qui correspond un peu à qui je suis. Moi on m'appelait souvent Handle pour le dribble et tout, tu vois, c'était un peu ma compétence dans le basket on va dire. Ouais. Et du coup de là fallait que je mette ce mot, tu vois, fallait absolument que je mette le mot Handle. Et vu que j'étais beaucoup basé sur de l'analyse de joueurs, essayer d'aider les jeunes pour qu'ils comprennent comment faire tel move ou telle chose dans le basket, fallait un petit jeu de mots, un truc, tu vois. Donc handle your game, c'est un peu gère ton jeu. Ouais, c'est ça. Donc j'ai voulu sortir ça comme ça, tu vois. Okay. Et du coup, nous aujourd'hui, on a t'appelé comment, Handle ou Mathis? Non, appelez-moi Mathis, c'est carré. Baptiste, en tout cas aujourd'hui on va revenir du coup sur toi, ton parcours basket, etc., ce que tu as pu faire avec YouTube et avec ton application que tu as lancée. Mais avant ça, j'aimerais commencer par notre première rencontre. Tu t'en souviens peut-être pas, mais on s'est déjà rencontrés. Faut que je réfléchisse là. Ouais, sur un terrain, je vais te le dire, 2021, c'est quand tu jouais à Saint-Priest et moi je jouais au Clar. C'était la 3e journée, je crois, on avait joué à Saint-Priest. Okay. Et j'avais joué contre toi. Et moi, je me souviens, la première fois que je l'ai vu, c'était un truc où... moi, c'était mon 2e match parce que j'étais suspendu le premier match. T'as fait quoi? Trop de fautes techniques l'année dernière. L'année d'avant. Et après, c'était un peu une équipe contenders, tu vois, à la montée en N2, ce qui est le cas vu que vous étiez monté en N2. Ouais. Et moi, j'avais ce truc où je devais à chaque fois défendre sur les gros joueurs de chaque équipe. Donc, j'avais défendu sur Yorus déjà. Ouais. Pas sur toi parce que t'étais meneur, mais je me souviens, dès l'échauffement, en fait, je voyais comme ça, et à l'époque, t'avais pas encore tes locks, t'avais ton petit afro, tu vois, petit afro taper, et je vois un mec comme ça, pas si grand que ça, qui dribble, mais à l'échauffement, il monte au Thomas. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il monte au Thomas et tout, je fais ah ouais, et moi j'étais le gars qui était dans mon équipe, le mec athlétique de mon équipe, tu vois. Ça veut dire, à l'échauffement, je mettais des petits dunks et tout, mais le mec, il faisait pas plus grand que moi, tu vois. Genre, tu vois, 1m78. Et il monte comme ça au Thomas, facile. Et je me suis dit en mode, ah ouais. Relou. Ah ouais. Là, ça va être chaud. Mais ouais, c'était un peu notre première rencontre. Mais raconte-moi comment toi, t'as commencé le basket. Bah alors déjà, depuis tout à l'heure, je sais que ta tête me dit quelque chose et tout. Ok. Juste, moi déjà, faut savoir, j'ai une mémoire éclatée. Tu vois, par exemple, aux entraînements, au camp de basket, j'appelle les petits par des noms au hasard. Parce que j'ai du mal à rentrer les noms, donc à chaque fois, je m'excuse pour ça. C'est vraiment ça, c'est Louis, mais il s'appelle Rodrigue, tu sais, il n'y a rien qui va. C'est terrible. Mais ouais, pardon, excuse-moi, j'ai déjà oublié ta question. Pas de soucis, c'est ton rapport avec le basket, comment est-ce que tu as commencé Ouais, moi j'ai commencé le basket à l'âge de 3-4 ans, je pense. Ok, c'est vraiment tout petit. Vraiment tôt, ouais. Ouais, en fait, je viens de... Donc, mon père est sportif de base, tu vois. Il aime le sport, il a fait plein de sports un peu extrêmes, tu vois, ski, snow, tout ça. Mais c'est un passionné de basket depuis plus de 30, 35, 40 ans, tu vois. Et c'est lui qui m'a mis dans le basket. Ma mère, elle est championne de tennis. Elle a fait Roland-Garros en jeune, elle a été plein de fois championne d'Afrique, etc. Elle est venue à l'âge de 9 ans en France pour ça, tu vois. Donc, le mix des deux, en fait, a fait que... j'avais un lien avec le sport et le basket, ouais, je me suis mis dedans vraiment, je pense, à l'âge de 8-9 ans quand j'ai pu jouer en club. Je fais un peu de judo avant et le basket, ça m'a séduit direct. J'ai vu Iverson, c'est bon, fallait que je joue. J'étais tombé sur des highlights de toi justement qui ont été filmés, je pense, par ton père. Et justement, t'avais cette degs un peu de... Déjà, t'avais un short super bas comme Iverson. Là, les gars. T'étais le seul avec un bandeau et des tresses. Et franchement, t'étais le seul qui jouait à l'américaine, genre. Ouais, après, j'ai eu la chance... En fait, j'ai eu la chance d'être confiant très jeune, tu vois. Genre, en fait, mes parents, ils m'ont mis dans une surconfiance, on va dire, très jeune.
Donc j'avais pas de mettre un bandeau, ça peut faire Blurman et tout, mais moi j'étais bah ouais, je suis Blurman. Genre, j'avais aucun souci avec ça. Et en fait j'ai commencé le basket, déjà mon père a été coach, mon premier coach. Okay. Et jusqu'à mes 13 ans, donc on jouait en régional, on jouait des grosses équipes et tout dans la région. Et le fait d'avoir la confiance du papa, j'étais surconfiant en fait sur le terrain, j'étais un peu exécrable, on va pas se mentir, je pense avant mes 13 ans, tu vois. Mais ce qui fait que ouais, j'avais aucun doute sur comment je jouais, la vision des gens, je m'en foutais un peu. Et donc bandeau, tresse, je joue mon jeu, je prends des step back, des fadeaway alors que j'étais à 20 ans, tu vois. Donc ouais, hein, c'est ça. Hein. T'es parti ensuite aux États-Unis, t'as fait du coup le lycée là-bas? Alors en fait j'ai fait pardon. Je l'ai. En fait, je suis parti. Donc, j'ai fait les années région, en tout cas avec mon père, 13, etc. Ensuite, je suis parti en championnat de France à Grenoble. Okay. Ils ont monté un pseudo-centre de formation là-bas. Donc, on jouait au Lasvel, on jouait ces grosses équipes-là. Et après, je suis parti avant ça à Wassel, un vieux club vers Rouen. Okay. Je jouais en prénat à l'âge de 17 ans. Je m'entraînais avec de la N2. Et parce qu'en fait, j'ai pas réussi à avoir le centre de formation, donc il y a des années un peu passerelles qui étaient compliquées. Et donc, je suis allé, vu que j'étais tout skinny et tout, on m'a dit, va taper des adultes de 30 ans, tu vas voir si tu vas régler ce problème de physique, etc. Tu vois. Et donc, ça s'est bien passé. Et après, je suis parti aux États-Unis à ce moment-là, juste après le lycée, du coup. Mais pour revenir sur les centres de formation, tu as essayé en fait d'être accepté en centre de formation. Ouais. T'en as essayé combien? J'en ai essayé, je sais plus le chiffre exact, mais si on compte le fait que j'ai essayé 3 fois Le Havre, etc., tu vois, facilement 10. Hein. Okay. En fait, avec mon père, comme je te dis, j'ai eu beaucoup de confiance, ils m'ont donné beaucoup de confiance très jeune, donc j'ai gardé ça et tout. Et je pense que c'est super important d'ailleurs, tu vois, là je fais une petite parenthèse, mais le fait d'avoir confiance en soi dans le basket ou dans n'importe quel domaine, c'est super important. En fait, c'est bête, mais tu arrives à l'école, on va dire, ouais, mais tu veux faire du basket, mais pourquoi tu veux faire ça? Fais autre chose, tu vois. Il y a plein de personnes qui vont te démoraliser petit à petit dans ta carrière de sportif ou autre. Et si t'as pas une surconfiance, un ego un peu surdimensionné, entre guillemets aussi, tu vois, bah, tu veux pas compenser tout ça pendant longtemps et ça peut créer des failles, etc. Donc moi, j'ai eu la chance du coup d'être en surconfiance, etc. Et après, c'est comme ça que ça a avancé. Mais le fait de me confronter au centre de formation et de pas avoir été pris, bah, ça m'a mis aussi un petit coup de pied, un coup de pied au derrière, on va dire, tu vois. En mode, faut que je fasse quelque chose, là, faut que je me motive plus, faut que je donne plus. C'est quel centre de formation qui t'a refusé? Nanterre, on était plus de 200, je pense. Au truc. Ouais. Mais ça se passait comment? C'était une détection? Ouais, en fait, toutes les détections sont à peu près pareilles. Enfin, celle que j'ai fait. Nanterre, c'était le plus grave. Nanterre, il y avait vraiment beaucoup de monde dans les gradins. 4-5 coachs, je pense. Et puis, en fait, c'est un battle royale, le truc, quoi. Okay. T'as 200 personnes. Au début, ils te mettent un peu sur le terrain. Après, ils enlèvent. Petit à petit, ils enlèvent. Ouais, c'est Battle Royale. Ouais. Ça juge un peu par rapport à la taille, comment tu t'en sors, etc. Moi, j'ai eu la chance à la toute fin, ils font un match avec les 10 meilleurs joueurs. Donc, si t'es pas sur le terrain, quand il y a les 10 meilleurs joueurs, tu sais que c'est KO pour toi. Tu rentres chez toi, hein. C'est bon, là, ça fait longtemps. surtout, je parie qu'il y avait que des extérieurs à la base. Il y avait beaucoup d'extérieurs, quelques intérieurs tout de même, tu vois, parce que Nanterre, c'est quand même un énorme club en France. Donc, ils se sont dit, les jeunes se disent, bah putain, moi, je joue à Nanterre, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a autant de monde, il y a trop de demandes parce que c'est un club mythique, tu vois, du basket français. Et ouais, donc à la fin, tu te retrouves il y avait peut-être 1 ou 2 intérieurs dans chaque équipe et tu te retrouves à 8 extérieurs. Moi, j'étais en concurrence avec peut-être 3-4 meneurs du coup dans l'équipe, tu vois. C'est la guerre et la guerre s'est mal terminée. Là, j'ai pas fini. En fait, j'ai fini le match, donc il reste 10 personnes. Et à la fin, ils ont dit, bah écoutez, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Moi, je venais de Grenoble, je sais plus, j'ai fait un trajet de fou, je la veille et tout, avec mon père, on avait dormi dans un hôtel. Enfin, tu vois, tu te mets dans des conditions quand même compliquées. T'as, je sais pas, 16 ans, je sais même plus quel âge j'avais. Ouais, 16 ans. 15, j'ai 16 ans à ce moment-là. On va se faire 7 heures de trajet en voiture, on va dormir à l'hôtel pour jouer un match qui peut peut-être changer ma vie, tu vois, t'es en mode... Clairement. T'as un peu stress, tu vois, c'est ça. T'as investi ton temps, ton argent, enfin l'argent de mon père, du coup, et tout. Et donc 10 personnes, et à la fin, ils disent, bah écoutez... vous pouvez tous rentrer chez vous, on va prendre personne. Ils ont pris personne? Ils ont pris personne. Et c'est pas la seule fois que ça m'est arrivé. Hein. J'ai fait, comme je te dis, une dizaine de tests et il y a des fois où ils prennent personne, il y a des fois ils te font venir, mais en fait ils vont pas dire qu'ils veulent. Tu vois, t'as 100 joueurs qui vont venir, mais ils recherchent un mec qui fait 2m5 peut-être. Tu vois. Bah, toi de base t'es déjà pas dans le truc. Mais ils te le disent pas, ils disent ouais, c'est pas mal et tout. Moi je sais que Le Havre, je suis revenu 3 fois au Havre parce qu'en fait ils savaient pas, ils étaient pas certains. Parce qu'ils me voyaient jouer, ils se disaient mais
En fait, il peut grave jouer avec les espoirs. Il a un potentiel de jouer en pro, mais physiquement, est-ce que ça va le faire, tu vois, sur une saison et tout? Et c'est ce qu'il me disait. Mais du coup, ils me font revenir. Ils font faire le test de base, donc avec les 100 personnes. Je commence l'entraînement, ils me disent non, c'est bon, t'es pris. Genre en mode, on va refaire un, mais avec notre équipe, tu vois. Donc je vais avec l'équipe, je l'avais tout. Bon bah ok, tu peux faire partie de l'équipe, mais on a envie de tester face à un autre meneur. Je crois que c'était, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais quelqu'un de la famille Onaembo, tu sais, ils ont joué en pro et tout, de Nice ou je sais plus. Mais donc c'était cette personne qui était face à moi. Et il me semble même qu'il a même pas lui été pris et moi non plus, tu vois. Je crois que après les 3 tests, personne n'a été pris. Donc c'est des trucs où un coach souvent il a une place dans son roster, il faut que tu fasses partie de ce profil au bon moment, que tu tapes dans l'œil du coach. Parfois c'est une histoire de chance, de timing, t'es au bon endroit au bon moment, tu vois. C'est ça, et ça c'est un truc qui moi malheureusement je pense m'est arrivé très rarement. Et le bon endroit au bon moment, ça devait être à Évreux, tu vois. Après, quand j'ai pu être un peu avec les pros, là, je me suis senti un peu plus respecté, tu vois, par rapport à mon niveau et à ce que j'ai fait dans le basket étant petit. Évreux, c'était avant ou après les States? Évreux, c'était après les States. Okay. En gros, j'ai fait 2 ans aux États-Unis, donc je suis allé à au New York. niveau des 2 ans aux États-Unis, justement, du coup, c'était quoi? C'était le lycée? Alors, j'ai fait une dernière année de lycée et une prep. D'accord. Donc, j'ai fait, j'ai eu mon diplôme là-bas, dernière année de lycée. Ouais, t'as eu ton bac aux États-Unis. C'est ça, et après, j'ai eu un diplôme enfin, c'est pas un diplôme, mais j'ai eu un certificat de prep. Quand t'es en préparation, c'est une année transitoire entre le lycée et l'université. Okay. Et donc, à ce moment-là, il faut passer certains diplômes. C'est des petits diplômes que tout le monde passait, c'est les SAT, ce genre de choses, tu vois, pour pouvoir aller après en université, quoi. Raconte-moi un peu comment c'était ta première année au lycée en high school. C'était c'est l'année senior, c'est ça? Ouais, c'était ça, senior. Moi, j'ai commencé avec la JV, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment l'équipe de base. Ceux qui font du basket, mais vas-y, tu vois. Okay. Et il y avait une autre équipe meilleure dans le même lycée. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait la JV et il y avait l'équipe ultime à côté, tu vois. D'accord. Mais même l'équipe JV était bonne en vrai, tu vois. Okay. Mais il y avait l'équipe ultime que j'appelle ça, c'est qu'en fait, eux, ils jouent dans la top conférence à New York, parce que c'était à New York, et dans les États-Unis en global, tu vois. Il y avait des joueurs qui étaient rankés 4 étoiles, 5 étoiles, enfin, il y avait des gros joueurs, tu vois. Dont un que je parle souvent, mais s'appelle Christopher Duarte, qui est allé en NBA. Mais il y a plusieurs joueurs qui sont allés en NBA d'ailleurs dans cette école. Lamar Odom aussi, tu vois, mais ça date un peu plus. Oui, ça date un peu plus. Mais voilà, c'est une petite école, mais qui fait bien son taf. Et du coup, j'étais avec la JV, je m'entraînais avec les 2 équipes. Et après, de temps en temps, je jouais aussi avec l'équipe 1. Mais le truc, c'est que c'est super dur. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes qui partent aux États-Unis. J'essaie de leur faire comprendre ça, mais c'est impossible de les préparer à ça, limite. C'est que t'es jamais prêt. Genre, tu peux pas, en venant de France, tu peux pas être prêt directement à jouer aux États-Unis. Pourquoi? Sauf si t'es vraiment au-dessus de fou et que tu fais partie des meilleurs joueurs français. Là, tu peux avoir ton 2-3 mois d'adaptation, peut-être. Mais il faut une adaptation dans tous les cas, parce que c'est pas le même jeu, c'est pas la même façon de se déplacer, de penser, c'est pas le même système. Il y a rien qui est pareil, en fait. Tu vois. Il y a rien du tout qui est pareil. Nous, on joue à l'européenne et eux, ils jouent à l'américaine, c'est ça? En fait, là-bas, c'est déjà beaucoup plus individualiste. Ils vont pas se poser de questions sur le terrain. Si tu scores, tu scores. Je sais pas comment expliquer, mais c'est individualiste. Mais faut que c'est même pas dans le style de jeu même, c'est même dans la façon dont tu utilises tes pensées, quoi. Ouais. En fait, eux, ils vont être en mode, là, si je peux marquer, bah je marque. Et si je peux marquer la prochaine fois, bah je vais marquer. Si je peux marquer la 3e fois, bah je vais marquer. En fait, je suis capable de marquer tout le temps, bah je vais tout le temps tirer. Tu vois. Et en fait, c'est vraiment, ils ont même pas, il y a pas de barrière en fait. Nous, on se met des barrières, machin. Ouais, j'ai tiré 2 fois, peut-être je vais faire une passe. Je vais faire une passe, etc. Et du coup, ça peut, le style de jeu est pas le même. Les coachs peuvent des fois pas te comprendre, ou alors à l'inverse, ils peuvent aimer ça, mais il y a beaucoup de trucs qui sont compliqués là-dessus, je trouve, tu vois. Excuse-moi de te couper, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti même en dehors du terrain? La pensée individualiste un peu. Bah, moi, comme je dis depuis le début, j'ai souvent eu confiance en moi et j'étais un peu individualiste même en France, mais pas autant qu'eux. Tu vois. Genre, je l'étais, mais eux, ils sont déjà là, tu vois. Du coup, je l'ai ressenti, mais d'un côté, moi, en fait, je vais à New York, j'y vais pour tout casser. Je me dis, si je dois être tout seul, je suis venu tout seul, donc je vais pas repartir avec des potes. Donc en vrai, j'y vais, je fais mon truc et basta, tu vois. C'était comment? T'avais un campus là-bas? Ouais, en fait, on avait 2 campus. On en avait un à New York, un à Boston. Et c'était ghetto de fou. Pour ceux qui sont passés par Redemption, vous le savez, les gars. Non, faut arrêter de mentir, c'est ghetto. C'était ghetto. En fait, on avait un campus à Boston, c'était dans une forêt lointaine. Mais vraiment une forêt lointaine. Il y avait des ours l'hiver. Ouais, C'était vraiment ghetto, hein. Vraiment, c'était ghetto de fou. Et l'autre campus, c'était genre les week-ends et c'était à New York. Et tu te dis, vas-y, New York, incroyable. Bah non. C'est dans un vieil hôpital, genre, mais refait.
un peu, mais Ok. vraiment un peu refait, tu vois. Et il y avait des dortoirs au genre, je sais pas, 5e étage. Au 4e étage, il y avait un terrain aménagé, mais genre ghetto, vraiment pareil, tu vois. Genre, c'était carrément pour jouer au basket, on n'avait pas de plot, c'était des bidons d'essence vidés. Ok. C'était le bled. Clairement. C'était vraiment, tu vois, c'était. C'est clairement. Mais il y a plein d'écoles comme ça, au States, où c'est ça. Et en fait, t'as un coach, c'est Coach Carter, le gars, et il te fait travailler avec des trucs, tu te dis, mais what the fuck. Et en fait, tu développes un mental de fou, et individuellement, en fait, ils ont pas besoin de plus, tu vois. Même avec des barils, peut-être on pourra mettre une vidéo, j'ai des vidéos, mais en fait, on contourne des barils à l'entraînement, tu vois. Et il y a un moment où le coach, en fait, il va te jeter des balles dessus, tu dois driver autour des barils tout en pas te faisant toucher par les balles. Enfin, tu sais, t'as plein d'exercices où ils créent avec certaines choses qu'ils ont ou pas, tu vois. Et voilà, le coach, ça fait 20 ans qu'il fait ça avec des barils, bah pourquoi il va se mettre à faire avec des plots, tu vois. Genre, limite, c'est un peu ça, tu vois. Donc ouais, c'était un peu. Les campus, c'était pas fou, mais d'un côté, ça te mettait dans une certaine situation où bah, fallait grind et t'avais pas le choix. Et puis en fait, cette école-là, je vais essayer d'abréger un peu parce que je parle beaucoup de ce truc peut-être. Cette école-là, ce qui est un peu marquant, c'est qu'ils avaient pas beaucoup de moyens. C'est une école chrétienne et tout, donc c'était un peu. Il fallait aussi un peu travailler pour l'école. Nous, on travaillait un peu pour l'école. C'est-à-dire travailler Genre, sur l'école. anecdote de fou, mais on vendait des cakes au rhum. Des quoi? Des cakes, Des des gâteaux, cakes des rum cakes, ça s'appelle. Ok. C'est des gâteaux au rhum, Ok. donc à l'alcool. Vous les vendiez Vous les vendiez à qui? Et on les vendait genre dans des centres commerciaux, genre. Ok. Genre en gros, quand on n'avait pas entraînement, mais on avait quand même 2 à 3 entraînements par jour, plus match 1 à 2 fois par semaine, tu vois. Mais quand on n'avait pas, bah, des fois, bah, vu que c'était chrétien, il fallait qu'on s'entraide, etc. Bah vas-y, fallait. Oui, c'était dans la mentalité. c'est dans la mentalité du truc. etc. Et nous, en tant que joueurs, ça nous soudait de fou. Par contre, parce qu'on se tapait des barres. Tu vas vendre dans un centre commercial des gâteaux au rhum. Au final, les gâteaux, des fois, ça se vendait. Des fois, il y avait des requins, parce que c'était un peu pareil ghetto, tu vois. Des fois, il y a des requins, ça mettait dans la poche les thunes que ça gardait. Des fois, ça allait choper des numéros de téléphone. Tu vois. Au final, le truc de cake au rhum, il partait un peu en cacahuète, mais au moins, ça nous soudait et tout. C'est clair. Et je pense qu'ils faisaient surtout ça pour ça, tu vois. Donc ouais, c'était un peu. Et l'école, à ce moment-là, il y avait aussi l'école d'un côté Il y avait aussi l'école, donc on avait les cours, on avait tous les cours de base, hein, tu vois, comme en France à peu près. Toi, Que c'était c'est comment quand au même niveau, bien centré États-Unis. au niveau de l'intégration? C'était comment? Parce que t'es arrivé là-bas, tu parlais anglais déjà? Je parlais anglais, mais c'était bancal. Bon, après, tu connais Iverson depuis 3 ans, les Ouais. musiques, tout ça, ça se Ouais, débrouille. c'est T'étais clair. dans, ouais. C'est clair. J'étais dans ce truc-là, mais j'étais pas un super bon en anglais de base, tu vois. Donc en fait, c'était un peu complexe quand je suis arrivé, c'était un peu sous moquerie même, tu vois, Ok. par les autres joueurs et tout. Mais après, les profs et tout ça, ils sont tranquilles, ils sont là pour t'intégrer, Puis même, il y avait vraiment, tu sais, ce truc communautaire du coup, et ça allait. Et après, le truc qu'il y a avec les joueurs aussi qui m'a peut-être aidé, c'est que de base, il n'y avait pas de français. Après, il y a deux personnes qui parlaient français qui sont venues. Et sinon, il y avait il y avait des Jamaïcains, il y avait des personnes de République dominicaine. Tu sais, ça venait un peu de partout. Donc en fait, même eux, ils parlaient pas tous bien français, enfin, anglais aussi, tu vois. Donc voilà, mais après ça permettait aussi d'insulter les gens en français. Il n'y avait pas de souci là-dessus, tu vois. Le joueur il fait pas la passe. Ah ouais, ok. Tu vois. Et lui il m'insultait en espagnol, mais genre, il n'y avait pas de galère. Au moins on se comprenait pas, il n'y avait pas d'ego là-dessus, tu vois. C'était quelque chose, hein. Franchement, Redemption c'est. Tout dépend parce que dans l'intention, quand tu dis une insulte. Tu Ah, vois. il sait. Oui, il sait que tu Tranquillo. l'insultes, mais c'est pas ce que tu dis. C'est ça. Mais du coup, il s'attend, enfin, tu sais, ça passe par là, ça sort par là. Ouais, lui, il est pas content, mais vas-y. Genre, c'est. Eh, C'est un peu ça. ça a rien à voir, mais dans ma tête, ça m'a fait penser au truc de Dembélé quand il est au Barça. Tranquillo. Tranquillo, tranquillo, de quoi les amis? Ouais, non, c'était ouais, donc New York, dans la globalité des choses, c'était spécial. Ok. C'était un premier test qu'il fallait que je passe, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas facile. Parce Ok. qu'on n'avait pas le droit, comme je dis, il y avait des règles en fait. On n'avait pas le droit au téléphone, sauf le soir. Sauf que du coup, le soir, c'est pas le soir en France, tu vois. Ouais, On avait une ouais. boîte, on j'avais- déposait nos téléphones tous les matins à 7h du matin, avant les cours. Et toute la journée, t'as pas le droit au téléphone en fait. Tu le récupères à la fin de ta journée, quand t'es KO. Ouais. Et bon, des fois, ça trichait, ça le déposait pas le matin, mais du coup, ça te repérait, du coup, ça te mettait une sanction. Enfin, tu sais, il y avait tous ces trucs-là, on n'avait pas le droit au téléphone. Il y a plein de choses que j'ai oubliées, mes potes qui étaient avec moi, ils vont s'en souvenir, mais il y avait beaucoup de trucs comme ça où tu te disais, mais waouh, avec du recul, t'as 18 ans, t'es tout seul là-bas, c'est. C'est chaud. Faut être fort mentalement, tu Ouais, vois. ouais. Ouais. Ta deuxième année, du coup, en preschool, comment elle s'était Ma passée? deuxième année, c'est C'était dans- différent, ça s'est passé à Charlotte, en Caroline du Nord, à Ok. Combine Academy, donc une grosse école maintenant, tu vois. Mhm. Et c'était différent parce que c'était plus structuré. Et enfin, c'était ça, c'est juste plus structuré, tu vois. Mhm. Et prep school, c'est différent aussi, c'est un niveau un peu. C'était plus élevé que moi, parce qu'au début, comme je te disais, je jouais avec l'équipe 1, 2, c'était bizarre. Mhm. Et là, prep school, j'ai fait des bons premiers tests, parce qu'en fait, quand tu viens là-bas, tu sais, ils te font faire des tests avec tous les joueurs de
de l'école, quoi, D'accord. du club. Et après, ils trient, en gros. Par exemple, je sais pas, niveau argent, or, je sais pas quoi. Ok. Et en fonction de ton niveau, tu vas dans une équipe ou d'une autre, tu vois, ils font un peu les équipes comme ils souhaitent. Donc, tu as des équipes plus fortes ou moins fortes. Et j'ai tout cassé à mon arrivée, j'étais content. Et du coup, vu que j'étais déjà préparé, j'avais 1 an de basket aux États-Unis. Et du coup, j'ai rejoint l'équipe qui, selon moi, est la plus forte. Et c'était kiffant. J'ai pu avoir des matchs où je jouais pas mal. Globalement, j'avais un peu de temps de jeu. C'était un peu limite quand même, tu vois. Mais au moins, j'étais dans une vraie équipe avec des gros joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Euroleague, en Europe, en NBA. Il y en a qui sont partis en NBA, tu vois. En Chine. Ils sont allés de partout. Donc ouais, c'était une bonne expérience. Là. Toi, en allant là-bas, c'était quoi l'objectif du coup? C'était d'avoir une bourse? Moi, le truc, c'est que j'étais focus Division 1 universitaire. Après, avec du recul, tu viens d'une petite ville, certes, tu as fait les championnats de France, tu as eu un peu de temps, machin et tout, mais tu es inconnu là-bas, tu vois. Et là-bas, ils ont tout un système où ils commencent à ranker les joueurs à l'âge de 10 ans, tu vois. Donc moi, je suis dans aucun rank, j'ai 19 ans, de quoi tu me parles? C'est qui ce Français qui est dans l'équipe, tu vois? C'est un peu ça. Et du coup, mon objectif, c'était d'aller en D1, mais quand tu te rends compte que t'es pas dans le système, c'est chaud parce que prep school t'as 6-7 mois pendant une saison, donc faut prouver très vite, tu vois. Et quand t'es pas dans le système, faut que tu montres que t'es au-dessus vraiment et que tu mérites d'y être. C'est ça, et c'est pas facile parce que le niveau est très élevé. Et du coup, c'était un peu compliqué pour le niveau Division 1 pour moi, tu vois. Mais comment ils te font rentrer dans le système? C'est toi, En fait, t'as des coachs qui viennent. Et c'est ça pour les vraies équipes. Parce qu'il faut arrêter de mentir. Des fois, t'as des équipes aux États-Unis où, on va te faire venir, tu vas trouver une école, il n'y a aucun coach qui te voit et tu restes coincé dans ton équipe. Et après, tu transfères, du coup, tu cherches une autre équipe qui est bien. Mais en fait, il faut aller dans les équipes où tu sais qu'il y a des coachs qui viennent. Et ça, c'est dur parce qu'il faut avoir un niveau, il faut aussi avoir le bon spot. C'est les écoles les plus convoitées où il y a le plus de niveau. C'est ça. Et du coup, en fait, nous, à tous les entraînements, une fois par semaine, il y avait 3-4 coachs qui venaient aux entraînements, déjà minimum. Et après, à chaque match que tu fais, il y a des coachs qui viennent aussi, tu vois. Et nous, on avait des boîtes aux lettres avec ton nom où tu reçois des offres universitaires dans les boîtes aux lettres. Et moi, j'étais à côté. Ouais, tu vois. Et sauf quand t'en reçois pas. Et moi, j'étais à côté de Sage et des gros joueurs qui ont fait, comme je t'ai dit, Eurocop et tout. Et ces gars-là, ils avaient des lettres tous les jours. Et moi, Sage, c'est mon poteau et tout, tu vois, on va ouvrir la boîte aux lettres ensemble. Lui, il ouvre la boîte aux lettres, ça déborde, ça tombe par terre. Moi, je suis là, je suis en mode, il y a un truc au fond. Ça me fait penser au je fais tes pubs. Donc c'est top, tu vois. Au truc, je sais plus si c'était un épisode de Tout le monde déteste Chris, ça n'a rien à voir avec le basket et tout, mais tu sais, il y avait un épisode sur la Saint-Valentin et tout le monde, il y avait un truc qui recevait des lettres, tout le monde sur c'est TV, ça, recevait rien du tout, tu vois. C'est le même ressenti, t'es là en mode, on m'aime pas. En vrai, c'est dur, mais en même temps, ça te motive parce que tu te dis, bon, allez, il me reste 5 mois. Il faut que j'ai ma lettre dans la boîte aux lettres. Et tu penses à ça tous les jours, c'est ça, tu vois. Mais avec du recul, il faut bien que les jeunes qui regardent ça le comprennent. C'est qu'aller aux États-Unis, ça se fait pas comme ça. Et il faut que tu sois préparé mentalement, même si tu peux pas forcément être prêt à 100%. Physiquement, c'est sûr, parce que tu vas vomir, tu vas douiller, tu vas saigner carrément. Donc c'est chaud. Mais surtout, il faut que tu comprennes qu'il y a un système mis en place là-bas qui est pas le même qu'en France. Et ça peut aller très vite, comme il peut rien se passer. Tu peux être repéré par un coach sur un match et il a flashé sur toi et il veut absolument dans son équipe. Et à l'inverse, t'es pas dans le truc et tu peux ne rien avoir, tu vois. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer? Parce que le fait de pas recevoir de lettres, sachant que t'es venu pour de la D1, t'aurais pu te dire j'en ai marre, j'abandonne. J'ai jamais fait ça. Non, je suis pas comme ça en fait. Si je me lance dans un truc, j'y vais à 110% et même si ça foire, tu vois, je suis prêt à tout perdre. Que ce soit dans ce que je fais maintenant, dans mon taf ou dans le basket ou peu importe, dans la vie, dans ce que je fais, tu vois. Je vais au bout de mes trucs et si je suis allé au bout que ça n'a rien passé, moi je suis allé au bout, tu vois. Et j'ai appris au moins des trucs, tu vois. Donc voilà. Mais moi j'étais dans mon truc. C'est stressant, hein, c'est flippant parce que tes parents ils ont quand même dépensé de l'argent, t'as ton billet, t'as ton machin, etc. Tu vois, faut te nourrir et tout. Et t'es dans une chambre avec 4 gars qui veulent ta place, mais il y a aussi 100 000 personnes qui veulent ta place. Donc tu vois, c'est ça. Mais moi j'aime ma chambre, il y avait JB, il y avait machin, c'est des meneurs, ils ont super fort, ils ont été repérés par des grosses universités. Et t'es là, t'es en mode, putain lui il dort au-dessus de moi, il me casse les couilles. Pourquoi il se blesse pas là? Il est relou lui. mais en fait c'est ça, c'est tous les jours t'es confronté à un mec qui est chaud, tu dois t'entraîner, t'as pas le droit d'avoir, ça c'est dur aussi, t'as pas le droit d'avoir mal. Moi j'avais des grosses blessures au genou et tout, mais j'étais sous, tu vois LeBron quand il est sur le banc il a des packs énormes, j'étais comme ça tout le temps, parce que mes genoux ils étaient fragiles, tu vois. Et si t'es pas sur le terrain, en fait t'es pas pris et le coach il se dit tu t'entraînes pas, pourquoi je dois te faire confiance. Et en fait il y a tout un truc où tu dois tout le temps être présent.
tu dois tout le temps faire face à l'adversité. Tout le temps, t'as pas le choix, et donc ton mental il devient mieux aussi. Mais du coup, j'ai pas lâché avec ça. Et parce que je pensais aussi qu'au fond de moi, j'allais trouver une D1. J'ai eu des offres de Division 3, 2, Division 1, enfin NCAA, Division 1, NAIA. J'ai pas eu de JUCO parce que je crois que j'avais plus l'âge d'aller en JUCO à ce moment-là, je sais plus. Mais voilà, et je me suis dit que moi je voulais absolument une Division 1 parce que c'est des trucs où tu peux te coincer. Tu sais, tu vas en NAIA, Division 2, même si c'est un niveau qui est intéressant, ou Division 2, NCAA et tout, tu peux finir coincé. Si ton objectif c'est d'aller en universitaire ou d'être pro plus tard, c'est peut-être pas le meilleur plan non plus. Mais j'aurais pu passer 5 ans à Miami, avoir mon diplôme et kiffer en Division 2 et en Division 1 et NAIA, tu vois. Mais je suis allé à Évreux. Tu vois. Mais ouais. Justement, pour revenir sur ce passage à Évreux, faire la transition, toi, t'es allé là-bas, t'as fait centre de formation là-bas, du coup. T'étais avec les Espoirs. Ouais, Espoir à Évreux. Ouais. Donc au final, tu voulais aller en centre de formation avant d'aller aux States. C'est ça. T'es rentré des States, t'as eu le centre de formation. Raconte-moi un peu comment ça s'est déroulé, tout ça. Du coup, déjà, le petit choc mental, tu passes des States... t'as accès, on te plie tes vêtements, ils sont préparés de base, on t'offre des Gatorade, des machins, tu voyages avec tes potes en bus, t'arrives dans les Chick-fil-A pour manger, t'es pris pour une star parce qu'il y a une équipe de basket de 2 mètres, et là t'arrives à Evo, tout le monde s'en fout de toi, frère. Non mais vraiment, c'est une dinguerie. Genre tu vois, le truc de tu passes à un joueur où tu te sens respecté pour ton sport, t'es en mode, waouh, putain, je touche au niveau pro, alors que je suis même pas pro, je suis juste au States, tu vois. Et là t'arrives à Evo et on ne connaît pas, je suis en DUT, frère, je suis là comme tout le monde. Le gars il dit il fait du basket lui, qu'il arrête. Tu vois, genre, c'est vraiment ça a rien à voir, tu vois, t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe. C'était un peu relou, mais le côté j'arrive enfin en espoir, ça m'a motivé. Il y a une personne qui m'a aidé, donc quand je t'ai dit que j'étais à Wassel avant de partir au States, c'était mon coach qui m'a aidé, qui était pas loin de Évreux aussi, donc il était là avec moi, donc j'avais aussi un appui, quelqu'un sur qui je pouvais compter là-bas, tu vois. Donc c'était plutôt cool là-dessus. Et après comme toujours, moi je commence ma saison, je me dis faut tout casser, let's go, j'avais confiance en moi, voilà. Est-ce que ça t'a pas fait un petit choc justement, la mentalité du jeu européenne, où tu dois justement penser collectif, penser etc. Ça t'a pas fait un petit choc justement? Comme je t'ai dit, moi j'ai jamais trop pensé collectif, on va dire, tu vois. Mais quand même un peu, de plus en plus maintenant, mais quand j'étais plus jeune un peu moins. Mais quand je suis rentré en France, par contre, c'est plus la façon de s'entraîner qui m'a choqué. Parce que tu passes de 3 entraînements où chaque entraînement tu donnes tout, mais comme je dis, tu pleures, tu saignes, le genre blood, sweat, tears aux États-Unis, c'est réel, tu vois, c'est vraiment réel. Et là, tu passes à petit échauffement, talon fesse. Non, tu vois, genre moi, je veux vraiment que tu me mettes dans le mal. C'était pas la même. Sans vouloir critiquer le coach ou quoi, c'est que même si toi tu te donnes à fond, t'as pas le même ressenti. Parce que même tes camarades, ils sont pas pareils. C'est clair. Tu vois. Là-bas, genre, c'est tes potes, t'es au States, ils vont te pousser, tu vas plus en pouvoir. Et là, j'étais en mode, j'étais moins poussé par les autres, et même moi, peut-être aussi qu'inconsciemment, je me poussais moins, parce que je me disais, en fait, c'est plus chill. Donc ça, c'était un petit peu le danger, tu vois. Est-ce que tu trouvais que ton jeu, il était, en revenant des États-Unis, il était peut-être, justement en ayant ce décalage-là, t'étais plus chill, genre plus léger, genre c'était un peu plus simple pour toi? Est-ce que les États-Unis t'ont rapporté ce truc où t'avais une avance par rapport aux autres? Ouais, je pense que moi j'avais des qualités athlétiques de base, par exemple, mais en revenant des States, genre chaque appui était maîtrisé, tu vois, genre je sentais que j'étais beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, je contrôlais mieux mon jeu. Pas forcément sur l'aspect collectif du coup, mais sur l'aspect individuel, physique du moins. Ouais, il y avait une vraie différence. Donc en France, je me sentais plus rapide que les autres et tout. J'étais encore plus confiant du coup là-dessus, tu vois. Donc ouais, et puis mentalement, en fait, on n'en a pas parlé, mais j'ai fait un camp à Las Vegas avant de partir aux États-Unis pour pouvoir voir si j'avais le niveau, si les States ça me correspondait, si je pouvais avoir des offres aussi avec ça. Et j'ai vécu les pires semaines physiques de ma vie, tu vois. Et en fait, à partir de ça, je me suis dit, mais les États-Unis ça pue la merde, c'est facile. Moi je suis arrivé aux États-Unis, ça puait pas la merde, c'était pas facile. Mais du coup, quand je suis revenu en France, je me suis dit, à chaque fois que j'avais une épreuve, un entraînement chaud, je me disais, mais attends, j'ai fait ça, mais c'est de la merde, tu vois. Genre, du coup, avoir ce truc-là, ce truc de tu t'es dépensé et t'as souffert pendant une semaine, tu te demandais même si t'allais survivre au truc, tu vois. Après tu reviens en France et tu te sens trop bien, quoi. Ça a du temps, genre. Ouais. C'est clairement, c'est dans des VZ de la place. Ouais, c'est ça. Après, ça paraissait facile, tu vois, les entraînements et tout. Justement, en fait, je faisais les entraînements du coup de base avec les espoirs. J'étais pas prévu d'aller en pro, hein. Carrément, je suis revenu j'ai pas accepté le truc NAIA aux États-Unis. J'aurais pu faire comme si 5 ans à Miami.
Et en fait, je suis revenu en espoir avec aucune certitude. Je suis un peu con dans l'idée, tu vois. Mais je suis revenu avec aucune certitude. Juste, j'arrive dans une équipe espoir, tu vois. Et donc, je m'entraîne avec les espoirs et tout. Et je glisse une phrase au coach. Ouais, je me sens bien et tout. Il y a moyen de gratter. Il y a moyen d'être avec les pros vite fait, que je vois ce que ça donne. Et il me dit, bah écoute, je vais en parler au coach et tout, machin. Donc, il en parle au coach et tout. Ouais, demain, t'es là. Je fais, bah ouais, je suis là. Au culot. Au culot. Demain, je suis là. Y a pas de souci. Alors qu'il y avait 2 gars sous contrat espoir. Tu vois, moi, j'étais un peu le mec en mode. Il est audacieux, lui, tu vois. Et du coup, bah, ça paye. Hein. Je viens au premier entraînement. Le truc qui m'a marqué à ce moment-là, c'est que moi, je suis quelqu'un de, on va dire, qui est très basé sur le respect, etc. Tu vois. Et en fait, les coachs, ils le ressentent, ça. Et limite, c'est même pas mon basket qui a parlé sur la première séance d'entraînement. Il s'est dit, putain, bah, il est là à l'heure, même avant, en avance, il fait ses échauffements. Tu lui dis un truc, il va le faire. Il va te regarder, genre je vais regarder eye contact avec le coach H24, il va se dire putain lui limite il est gênant, tu vois, genre le gars vas-y il est trop dans l'écoute, c'est chaud, tu vois. Mais au moins il sait que bah je suis là, je veux et je veux qu'il a bosser, envie et qu'il est pas là pour rien. C'est quoi. Ça, et du coup il s'est dit bah ouais, bah, c'est bénéf pour le groupe, il revient demain et je reviens. Après là par contre, je lui montre que vas-y je peux un peu dribbler. Je reviens une 3e fois, bah je lui montre que vas-y je peux shooter aussi, tu vois. Et petit à petit ça se fait et je viens à m'entraîner toute la saison avec les pros. Et dans l'équipe pro, il y avait des vrais gros joueurs. Tu vois, il y avait Théo Lyon qui a fait Lasvel. Théo Lyon, il y avait qui est de Lyon, je crois d'ailleurs. Ouais, il a un peu ton profil d'ailleurs, meneur, ouais, petit. C'est ça. Bah, il m'a beaucoup aidé hein, dans l'apprentissage, etc. Il y avait Tyron Scott qui était, lui revenait de NBA, G-League et tout, tu vois, c'était le meneur titulaire. Après, il y avait Théo Lyon qui switchait un peu les deux. Et tu vois, tous les entraînements, moi j'étais face à ces 2 mecs, tu vois. Donc tu progresses vite, ça fait mentalement. Physiquement, bah, tu vois, je tout cuss. Théo Lyon, c'est un buffle. Et Tyron Scott, c'est encore plus un buffle que Théo Lyon, tu vois. Donc faut les tenir en défense, faut scorer sur eux, faut machin. Donc tu grandis super vite mentalement, techniquement et tout. Ça va trop vite, tu te développes trop vite et c'est trop intéressant. Okay. Et ouais, du coup c'était... Après ce passage à Évreux, du coup c'est là où t'as commencé à la Nationale 3, etc. Non, en fait, du coup après ce passage à Évreux, donc moi j'ai 21 ans à ce moment-là, je crois. Donc je peux pas être déjà stagiaire. Enfin, il y a un truc où je pouvais pas avoir un contrat. Déjà, ils avaient 2 stagiaires dans le club. Donc c'est, tu sais, les contrats jeunes pro, genre, où t'es pas bien payé, mais tu peux avoir accès au banc et jouer un peu potentiellement, c'était bon. Ils avaient déjà 2 stagiaires et tout. Donc je me suis dit, putain, peut-être l'année prochaine, ils peuvent me... J'étais trop ambitieux, peut-être, mais je me suis dit, peut-être l'année prochaine, ils peuvent me signer un contrat, tu vois. Sauf que je pouvais pas avoir un contrat stagiaire parce que j'étais trop vieux, donc ils devaient me faire un vrai contrat pro de l'équipe. Donc bah, en vrai, je viens d'espoir et tout. Je suis ok en espoir, mais je suis pas non plus incroyable. Je mets pas 25 points par match, tu vois. Donc j'étais un peu trop confiant là-dessus, ils m'ont pas signé de contrat et j'étais un peu déçu. Et je me suis dit, bon, bah, je me sentais bien, je pensais avoir fait une bonne saison et tout. Avec les pros, ça se passait super bien. Bon, bah, je vais essayer de faire la même chose ailleurs. Donc je suis allé à Aix-les-Bains, Aix-Maurienne. Aix-Maurienne, ouais. Et donc là, même chose, entraînement espoir, un peu d'entraînement pro, et ça se passe pas trop bien avec les pros. C'est pas la même ambiance, tu vois. Enfin, le coach, il me kiffe pas autant que le coach d'Évreux. D'ailleurs, le coach d'Évreux, qui est le coach de Cholet, qui coach Aaron Tonancy, tout ça, c'est lui. Ok. Et lui, il fait confiance aux jeunes, tu vois. Aaron, il est petit, il fait confiance et tout, tu vois. Et je pense qu'il a quand même ce truc-là où il peut. Il ose faire les choses, tu vois. Ouais. Et ouais, Aix-Marine, c'était pas ça. Je sais pas, je me sentais pas trop dans le truc. Le coach, il le voyait aussi, du coup, j'étais pas forcément là, tu vois. Et j'ai dit, bon, bah, je vais jouer avec l'espoir, l'équipe espoir, et je vais faire le taf. Et on fait une bonne saison aussi, en espoir et tout. Et après, à ce moment-là, je crois qu'il y a le Covid. Après ça, il y a le Covid, ouais. Covid, je me rends compte que bah, le basket, c'est cool, mais déjà, à ce moment-là, je n'étais pas payé. Donc là, j'ai 22 ans. J'ai fait 22 ans de basket, j'ai pas été payé, du coup, tu vois. Tu commences à te poser des questions un peu. Tu te dis, bon, c'est comment mais du coup, c'est comment t'avais un taf à côté ou un question. Bah, en fait, j'étais en... Ouais, c'était quoi déjà? Tu m'as dit que t'avais un DUT. Ouais, à Évreux, je passais un DUT. Bon... Désolé les profs, j'étais jamais là, gros. J'étais jamais là parce que j'avais un entraînement par jour. Non, j'avais 4 entraînements par semaine avec les pros et genre 4 avec les espoirs. Okay. Plus les matchs, je m'entraînais tout le temps. Donc en fait, j'allais pas en cours, c'était impossible. Des fois, je faisais acte de présence, frère, mais oui, c'est ça. Donc ouais, c'était terrible, ça trichait en cours, c'était l'enfer. Et jusqu'à ce que je me dise, bon, en fait, ça sert à rien, genre j'abandonne, tu vois. Et c'était une fac DUT en quoi? Tech de co. Ok. Ouais. Donc ça m'intéressait vite fait en plus. J'ai vraiment fait ça parce qu'il fallait que j'aille au basket à côté et il fallait que j'aie un truc, tu vois. Donc voilà, et en fait j'avais le logement là-bas, j'étais logé à Évreux et tout, et j'avais juste un peu d'argent de côté, tu vois. Et voilà, et puis Aix-les-Bains, c'était pas pareil. Aix-les-Bains, j'avais un contrat de l'arnaque, là, la douille qui met à tout le monde, là, le service civique. Ouais, service civique. J'avais ça, tu vois. J'avais la douille des joueurs. Non, mais c'est vrai, parce que je pense qu'il faut en parler aussi, tu vois. C'est qu'en fait, quand t'es jeune, tu fais du basket et tout.
Bah, en fait, j'ai 22 ans. J'ai donné 22 ans ma vie pour le basket. Bah, au bout d'un moment, c'est soit tu me payes, soit quelque chose. Tu vois. Et là, tu me fais passer par un service civique, mais. Le service civique, tu vois, c'est chaud. Moi, je connais plein de joueurs, ils sont même en pro, en stagiaire et tout. Frère, t'es trop fort au basket, t'as mis ton temps, tu mets ton corps dans ton truc et tout. Et on te paye à coût de 800 €, c'est chaud, tu vois. Je trouve que les salaires en France, des fois, quand t'es pas en pro, c'est chaud. C'est à peu près. C'était pas 650 650, quelque chose comme ça, 700. Je sais pas, ça mangeait des cailloux en tout cas. Ouais, clairement. Tu vois. Et waouh. Bah après, j'avais le logement payé, j'avais pas besoin de voiture et tout, donc en vrai, ça va, tu te débrouilles avec un service civique, quoi, tu vois. Mais je suis en mode, bon, bah. Relou. Là, la saison, je suis pas avec les pros, je fais un service civique avec les espoirs. Les espoirs, ça se passe bien et tout. On est une grosse équipe, c'est cool. Mais bon, je vois que le milieu pro, il s'écarte un peu, alors que juste avant Évreux, je le voyais plus se rapprocher, tu vois. Et en plus, à ce moment-là, boum, Covid, plus rien. Et du coup, là, je me suis dit, bon, j'ai un agent, tout le long, j'ai un agent depuis jeune. Enfin, depuis les States. Et je lui dis, bah là, c'est comment ? Il me dit, bah frérot, là, c'est Covid, on sait pas ce qui va se passer et tout. Et il m'arrive à me faire des tests en N1 à droite à gauche. J'étais pas prêt. Je pensais que j'étais prêt physiquement, mais avec le Covid, j'ai rien fait. J'étais pas prêt du tout. Je fais les tests. En plus, le coach, il me fait faire des suicides et tout. C'est un malade. Sous Covid, il me fait faire des suicides. J'étais fatigué. Je dis, c'est pas facile. Du coup, bah, forcément, je rate le test et tout. Et là, je me dis, c'est la merde. Genre là, la Matisse, faut réfléchir et tout. Et c'est à ce moment-là que je lance la chaîne YouTube, que je crée le truc, tu vois. Justement, ouais, je voulais y venir là-dessus, mais un peu plus tard. Mais du coup, ouais, c'est le lancement de la chaîne YouTube et c'est le lancement de. Bah, en vrai, j'ai du temps, autant faire autre chose, rentabiliser mon temps et parler un peu de mes expériences que j'ai pu avoir, tu vois. Et c'est ça. Et puis après, aussi, t'as les doutes de. Bah, l'agent, même lui, il sait pas. Donc, même si ton agent, il bégaye, t'es en mode, si lui, il arrive pas à trouver des trucs, moi, je vais faire comment, tu vois. Et après, du coup, il y a ce truc de Covid, je lance mon truc. Et à ce moment-là, il y a un call de William, donc le coach de Saint-Priest, qui me dit mec, là, nous, on veut monter en N2 l'année prochaine. T'as un bon profil, t'es ce qu'on recherche, t'es chaud. Je dis ouais. Et voilà, ça part comme ça, quoi. Et juste rapidement, la saison à Saint-Priest, vous montez en N2, mais tu restes pas à Saint-Priest ? Ouais. C'est en plus, là où c'est compliqué pour moi. Faut pas, enfin, c'est des choix de club, tu vois, donc j'ai aucun souci là-dessus, tu vois, même William, je m'entends très bien avec lui et tout, il y a pas de galère là-dessus. Mais à ce moment-là, genre moi j'attends mon petit garçon. OK. Parce que j'ai un petit garçon, tu vois, de 3 ans. Okay. Donc j'attends mon fils à ce moment-là, genre ma copine elle est enceinte. Et ça me tège et tout, tu vois, genre c'est en mode c'est chaud, tu vois, genre c'est en mode de. C'est Saint-Priest qui t'a pas gardé du coup. Ouais, Saint-Priest me garde pas. Pourtant je me dis que t'avais fait une bonne saison. Je fais une bonne saison, surtout que moi, je suis souvent dans le scoring, tu vois, et je me suis adapté au coach et tout pour gagner, tu vois. Il me disait, je sais que tu peux scorer et tout, mais viens pour le bien de l'équipe, on fait ça comme ça et tout, tu vois. Donc, je finis la saison, je sais pas, à une dizaine de points, alors qu'en vrai, j'aurais pu, je pense, faire plus et tout, mais une dizaine de points. En plus, j'avais un temps de jeu restreint quand même par rapport à tout ça, tu vois. Donc, j'avais peut-être 20 minutes, tu vois, 20-25 minutes. Donc, pour le bien de l'équipe, tout le monde jouait 25 minutes à peu près. Et ouais, on perd un match dans la saison, on fait 21-1, on arrive en quart de finale de Coupe de France, je crois, un truc comme ça. On perd contre ceux qui ont été champions de France et tout. Je pense que je suis un joueur majeur de l'équipe. Bon, bah, j'avais aucun. Je me dis, bah, je vais y aller en fait jusqu'au bout, tu vois. On va monter en N2 et enfin, je vais mériter cette fucking place, tu vois, que j'attends depuis longtemps, tu vois. J'arrive dans le bureau, trop confiant. Je m'assois pour la négo et tout. Et là, ça me dit, bon, bah écoute, Massis. Et dès qu'il commence à dire, il me dit, ouais, on va pas pouvoir regarder. Au gros, ça fait boum. Bruit dans les oreilles, tu t'entends rien. Bug cérébral. Il me parle, je suis en mode je comprends rien ce qu'il me raconte. Et après je fais ouais, ok, je rentre chez moi, je suis en mode waouh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Genre je rentre, je vois ma copine à l'époque qui est là, elle me dit c'est comment, je dis bah ils m'ont pas pris, elle est en mode mais what the fuck, elle est là, gros ventre, il arrive dans 1 mois, je suis en mode waouh, on fait comment, tu vois. Et à ce moment-là c'est rush, tu vois. Et c'est à ce moment-là je me dis tout ça pour le basket, genre tout ce que je veux dire, genre en mode j'ai fait genre 23 ans là où je me suis démené de fou et tout, et en vrai ça te tèche comme ça, c'est complexe, mais ça fait partie du sport, hein, c'est comme ça. Le truc là où je voulais revenir, moi, c'était par rapport justement à ta chaîne YouTube. Ouais. Et tu l'as lancé pendant le Covid, toi, c'est ça ? Ouais, je commence pendant le Covid. Tu te souviens de ta première vidéo ? Ouais, c'est une vidéo sur le snatch, donc un move au basket de Isaiah Thomas, c'est ça. Ouais. Et j'ai mis 3 semaines à faire, elle dure 3 minutes la vidéo. C'était un scandale. Un scandale. Vraiment, c'est un scandale. Ouais, ce que j'ai à dire, c'est que, tu vois, après, comme tu l'as dit, hein, c'est un investissement que tu as donné presque toute ta vie. Ouais.
Et justement, à ce moment-là où tu arrives au bureau de Saint-Prest et que tu touches du bout de doigt la N2 et qu'ils te disent non, tu te dis tous ces sacrifices pour ça, mais au final, ça a été rendu entre guillemets avec la chaîne YouTube. Ouais, à ce moment-là, j'avais le backup, j'avais déjà 50-60 000 abonnés sur les réseaux avec la chaîne YouTube et je me suis pas dit ok, tout va bien, mais je gagnais déjà de l'argent avec la chaîne et en vrai, ça suffisait pas à subvenir à mes besoins, mais j'étais en mode bon bah, de toute façon, moi je suis comme ça, genre, il se passe un truc, il m'arrive une merde, je vais trouver une solution. Tu vois, je suis en charge, je retombe tout le temps sur mes pattes, j'ai pas de soucis. Donc sur le moment, ça fait chier, après tu te dis bon bah, on fait quoi maintenant, tu vois. Il faut trouver une solution. Ouais, et puis je vais la trouver, je trouve tout le temps une solution, mais c'est sûr que. Bah c'est relou. Ouais. C'est relou, tu vois. Ta chaîne YouTube, du coup, tu l'as lancée parce que c'était le Covid, c'est ça? T'avais Ouais, rien à en faire fait, et tu t'es dit, vas-y. ouais, sinon je l'aurais pas lancé, je pense. Hein. Ah Ou ouais? alors j'aurais lancé super tard. Ouais, j'ai toujours voulu créer du contenu, Mhm. inconsciemment. Mais enfin, j'ai toujours aimé l'aspect réseau, je pense, tu vois, l'aspect de partage surtout. Partager, oui. Mais de donner quelque chose. c'est ça. Mais je pense que si j'avais pas eu le temps, j'aurais pas créé la chaîne. Ouais. Donc là, je me suis dit bon bah. Je me lève, je m'endors, j'ai rien fait de la journée, il faut que je fasse un truc, tu vois. Vas-y, on va créer une chaîne. Je regardais beaucoup By Any Means in the Lab, c'est un YouTuber donc sur l'analyse de basket, et aussi Devin Williams in the Lab, c'est deux créateurs que je regardais depuis petit. Et je me suis dit, bah, j'ai les compétences de faire ça, bah, vas-y, je le fais, tu vois. Et By Any Means, d'ailleurs, je l'ai rencontré il y a pas longtemps à Paris sur un event avec Tyrese Haliburton et tout. Et c'était un peu le truc de putain, je vois le mec qui m'a fait commencer. Ouais. C'est cool, il s'est abonné, il a suivi, il a dit c'est lourd et tout. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce genre de truc enfin, c'est vraiment cool. Et c'est ces deux mecs-là qui m'ont lancé. Ouais. Quand tu as commencé ta chaîne YouTube, toi, c'était des analyses de joueurs pour décortiquer leur jeu et pouvoir s'imprégner de leur technique, etc. C'était quoi, toi, ton objectif en lançant cette chaîne YouTube, en postant cette première vidéo? Moi, l'objectif que j'avais de base et que j'ai toujours, c'est de faire progresser et d'aider les jeunes dans leur parcours de joueurs ou de joueuses de basket. Tu vois. En fait, bah, je pense que c'est un peu le truc de j'ai tout donné j'ai fait mon temps, entre guillemets, tu vois. Bah, il faut que j'ai envie d'aider les jeunes parce que moi, j'ai pas eu certains accès, j'ai pas eu certains trucs, tu vois. Et je sais que c'est pas facile d'avoir accès à certaines choses. Donc, j'essaie de donner. En fait, c'est ça, mon rôle, c'est de donner accès aux jeunes. Ok. Tu vois, c'est même pas genre. Tu coachais en même temps ou... Alors, à Saint-Priest, j'avais une petite équipe parce que je passais un BPGEPS basket. Donc, je voulais passer les diplômes aussi pour avoir une certification par rapport à ce que je dis, etc. Et donc, je coachais là. Et sinon, ouais, après, je coachais. Pendant le Covid, je coachais rien, non, je coachais personne. C'était moi et mon ordi, hein, c'était que ça. C'était juste, j'analysais des joueurs en fait, donc j'avais pas besoin de coacher. J'allais voir, je sais pas, Derrick Rose. Je tapais sa vidéo, je la regardais en 0,25 pendant 6 heures. Et je voyais tout ce qu'il faisait petit à petit. Ok, pourquoi il tourne comme ça, pourquoi son pied. Alors c'est bête, mais des fois tu vas voir Tony Parker, il va spinner sur le pied, mais il va mettre le talon, du coup il va aller plus vite parce que le talon c'est un appui qui fait que tu peux glisser plus vite. Enfin, il y a des trucs cons, mais. Tous ces trucs-là, je regardais en détail, et ça, je le faisais depuis que j'ai 13 ans, en fait. Ouais, c'est vraiment un student of the game. Ouais, depuis que j'ai 13 ans, je fais ça, et en fait, jusqu'au jour où, justement, bah, pendant le Covid, on me dit, mais t'es bizarre. Genre en mode, c'est pas normal de faire ça. J'étais en mode, mais frérot, moi, depuis que j'ai 13 ans, je fais ça. Westbrook, il Thomas comme ça, mais je regarde quel appui il prend pour Thomas, parce que je voulais faire les mêmes, tu vois. Et en fait, du coup, bah, je me suis rendu compte aussi que c'était un peu bizarre, et peut-être que c'était pas tout le monde qui le faisait, tu vois. Et du coup, ça a aidé plein de jeunes et content que ça puisse aider, quoi. Moi, justement, ce que je me dis, c'est que t'as ce truc-là où ok, tu passes ton BPGEPS, etc. Mais t'as ce truc-là où tu lances une chaîne YouTube pour pouvoir dire aux gens ou leur partager des techniques, etc. En étant joueur, mais t'as pas forcément la légitimité d'un coach, tu vois. Et bah, ta vidéo, elle a pris quand même, je crois. Moi, je me dis juste que le mec, je vois sa highlight, il fait 1m78, il arrive à dunker facilement. Gros, pas besoin de diplôme, pas besoin de trucs. Ça met tout le monde d'accord. La légitimité, c'est un truc compliqué. Ben, encore une fois, je le redis, hein, mais j'ai vraiment confiance, tu vois. Donc en mode, tu peux me dire, j'ai pas de légitimité, bah ok. Tu vois, c'est genre en mode, bah moi je veux le faire, donc je m'en fous, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que la légitimité, ouais, il y en a qui peuvent le dire qu'il y en a qui en ont pas, qui en ont et tout, mais moi je trouve pas que ce soit un truc qu'il faille vraiment intégrer dans son mental, tu vois. C'est-à-dire que si je fais des recherches de données sur des joueurs tous les jours depuis que j'ai 13 ans. Donc, tu vois, j'ai pas besoin d'un diplôme de coach pour qu'on me dise machin. J'ai passé le BPGEPS, je l'ai passé en vite fait. C'est pas un truc qui m'a pris grand chose, tu vois. Donc, je pense pas que c'est par forcément les diplômes que tu acquiers une légitimité. Je pense que c'est par l'expérience, par les choses que tu vis, tu vois. Après, tout dépend ce que tu fais. Par exemple, là, je vais te dire, je fais de l'immobilier alors que j'ai rien vendu. Bon, là, peut-être c'est différent, tu vois. Mais bon, quand t'as joué 20 ans au basket, que t'as connu des joueurs NBA, des coachs NBA, des joueurs de G-League, des machins, t'as vécu plein d'expériences, t'as fait les tests, enfin, tu vois, ça vient plus de là, je pense,
que par le coaching. Mais je peux comprendre totalement parce que, par exemple, je suis allé à un endroit où, en fait, il y avait des gros coachs d'Euroleague, etc. Et moi, j'arrivais en tant que créateur de contenu, pas en tant que coach. Mais quand un coach d'Euroleague, il me dit tu fais quoi dans la vie ? Je dis je suis coach. Il me regarde, il dit je suis coach sur le réseau, je coach plus de joueurs que toi. Il va se dire mais what the fuck, tu vois. Tu vois, il y a 50 000 personnes sur mon appli qui s'entraînent avec moi, mais lui, il est en coach, il est super chaud, genre, c'est respect de fou. Mais tu vois, c'est là où les réseaux, ça rentre en jeu et ça peut être bizarre, tu vois. Parce que tout le monde peut présenter du contenu. Et après, c'est au public de valider ou non, tu vois. Toi, tu joues plus aujourd'hui, du coup, au basket ? T'es seulement coach ? J'ai envie de reprendre, mais c'est compliqué par rapport à ma vie familiale et tout, tu vois. Mais j'ai envie de reprendre et de jouer, mais c'est complexe, même par rapport aux emplois du temps si tu pouvais que j'ai, tu vois, je bouge beaucoup. Donc, je vais pas dire à un club, je suis là samedi, mais pas samedi prochain. Moi, je le ferai pas en tant que joueur, tu vois. Si tu pouvais reprendre, là, ce serait quel niveau que tu jouerais ? Moi, je reprendrai en N3. Je reprendrai N3 et voilà. Et puis après, essayer de grind le truc, peut-être, en vrai. T'as dû le voir, tu as forcément vu le joueur qui a mis 111 points, 103 points en... 103, il me semble. C'était combien ? C'était 103 106, 103, je sais 106, ouais. Qui a mis en plus de 100 points, en tout cas, en D4 vétéran. Moi, je me pose la question parce que le mec, il a dit qu'il a pas touché plus haut que la N2 ou la N3, tu vois. Ouais. Toi, tu penses, aujourd'hui, si tu vas dans ce niveau-là, tu mets plus de 100 points ? Attends, en N3 ? Non, okay. J'ai bugué là, tu vois. Wow. En D4 vétéran, tu penses que tu mettrais plus de 100 points ? Ça dépend comment ça se passe. Est-ce que les joueurs ils sont ok ? Est-ce que mes coéquipiers sont ok pour que je prenne tous les shoots, tu vois ? Parce qu'il a dû shooter au moins 40 fois, je pense. Il a pris 40 tirs à 3 points. Il en a mis 33 des 3 points. Ouais. 33 points ? 33 tirs à 3 points. Il a juste marqué à 3 points en fait. Ouais. Quasiment. Ouais. Parce que 33 ça fait 100 points. Ouais. Du coup. Je pense pas marquer autant de 3 points, je suis pas un shooter. Par contre, en vrai, je suis rapide et tout, venez, on fait le test. Hein. S'il y a une équipe qui veut que je passe en D4 pour battre son record, il n'y a pas de souci, les gars, on le fait. Là, mais surtout en plus, il joue en marchant. C'est ça. Tu vois, l'highlight, c'est un peu. L'highlight, c'est comme la Mélo, il met 105 points, je sais pas quoi, il met 100 points en high school. En fait, il jouait contre la pire équipe de la poule. Donc, légitimement, on peut dire que vu que c'est le plus bas niveau, c'était la pire équipe de France. No disrespect, on parle de D5 vétérans, frère. No disrespect, mais tu sais, le fait, tu me dis, ça reste une performance incroyable. Ah ouais, tu vois, elle est totalement légitime, tu vois. Mais je me dis, c'est un truc, le mec, après, il a pas le même âge que nous. Hein. Enfin, il est beaucoup plus vieux, il touche la cinquantaine. Mais je me dis, est-ce qu'un joueur du niveau, du coup, N3, N2, lui peut arriver là et mettre plus de 100 points. Et je me posais la question, tu vois. D'autant plus, tu mets un big man là-dedans de 2m5, je pense qu'il n'y a personne qui y parle. Hein. Tu vois, genre, en vrai, c'est largement faisable. Hein. Ouais. Dans tes contenus, tu parles souvent, enfin, j'ai vu que tu parlais d'une femme qui te fait du mal, mais que tu reviens toujours vers elle. Et, j'imagine du coup que tu parles de la balle orange, du basket, c'est ça ? J'aime bien faire le truc en mode une double lecture, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font sur du contenu basket, c'est sûr, mais sur d'autres contenus. De faire des vidéos avec une double lecture, je trouve ça trop intéressant, tu vois. C'est comme dans les films, tu peux voir le film de différentes façons. Et du coup, le fait de faire de parler de quelqu'un ou de quelque chose, mais tu peux pas trop savoir si c'est le basket ou une personne dont je parle. Et en fait, quand j'ai écrit ce texte pour cette vidéo dont tu parles, j'ai écrit un peu les deux, tu vois. Okay. Et c'était en mode le public qui juge, tu vois. Et du coup, ça m'amuse de voir un peu, tu vois, ce que les gens ils peuvent en tirer de ce genre de choses. Et il y a un lien entre la relation que tu as avec le basket, avec quelqu'un, parce que le basket, ça prend 50% de ma vie. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là où le basket fait partie de leur vie, tu vois. Donc c'est un peu comme une relation au final, tu vois. Okay. Enfin, c'est chelou ce que je dis, mais t'as capté. Genre. Moi, justement, la question que j'allais te poser, pas vraiment, parce que j'allais te demander, du coup, est-ce que le basket est la femme de ta vie, au final, selon toi ? Non, quand même pas. Non. Le basket, il m'a cassé il m'a brisé le cœur plein de fois, regarde. C'est pas possible. Non, le basket, c'est une étape de ma vie, parce que je pense pas faire du basket toute ma vie, tu vois. Je suis vraiment attiré par d'autres choses aussi. Le truc, c'est que tu vas peut-être pas en faire toute ta vie, mais tu peux toucher au basket toute ta vie, tu vois. Mais même ça, tu vois, je pense qu'en vrai... À un moment donné, tu vas même casser plutôt tout ça. Que ce que les gens pensent, je pense. Tu vois, je pense que je vais faire mon temps et après, je vais partir tranquille et faire mes trucs. Tu vois. J'aime le basket et tout, mais au bout d'un moment, il faut tourner la page, tu vois. Et je pense pas rester dans le truc super longtemps non plus. Ok. T'as une fourchette d'années ou de temps, c'est pas... Ah non, je rigole. Non, en vrai, il y a plein de trucs qui motivent encore aujourd'hui, mais je pense que, d'ici même, j'ai envie de te dire, à 40 ans, je
suis plus de là-dedans. Même le coaching et tout, même si je pourrais coacher et tout, je pense que j'aurais fait mon. En fait, j'ai envie de tout donner et après de partir. Tu vois, partir sur une bonne note, tu vois, genre les joueurs qui vont trop loin là, et après ils sont nuls et ils passent. Bah voilà, partir au bon moment, je pense que c'est intéressant aussi. Et j'ai envie de faire d'autres trucs, donc en fait, j'ai envie de tester d'autres choses aussi, donc au bout d'un moment, 40 ans, 50 ans, tu vas pas vivre non plus super longtemps, donc ouais. Ok. T'as lancé toi ton application Under the Game. Ce que je me dis, c'est que tu sais, quand on parle de lancer une application en général, ça a l'air, pour des gens qui sont pas dans l'IT ou dans les data ou dans l'informatique, ça a tout de suite l'air compliqué. Ouais. Tu vois. Est-ce que ça l'a été pour toi? Ouais, j'ai passé 7 mois dans mon bureau, chez moi, à pas sortir. T'étais tout seul à la monter, cette application? Ouais, j'étais solo. Après, j'ai été aidé, par exemple, j'ai fait des shootings photos avec une photographe pour le design. J'ai fait des affiches, etc. Design avec un media maker. Donc, on a revu toute la DA du logo, les couleurs à utiliser, ce que ça explique, etc. Et après, sinon, tout le développement, tout le reste, toute la partie communication, marketing, enfin, tout, c'est moi, quoi. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer une application? Parce que, tu sais, moi, quand j'entends application, lancer une application, je pense Silicon Valley, Steve Jobs, Los Angeles, Californie. Exactement, tu vois. Toi, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lancer une application? Moi, je vois trop loin. En fait, je suis pas dans... Enfin, je pense que c'est aussi important d'en parler, mais... Tu sais, les gens, ils se fixent des limites, des fois, genre en mode... Je sais pas comment expliquer. Faut que je le dise bien, pour que ça rentre bien en édite après, tu vois. Non, mais en fait, tu vois, quand tu laisses ton esprit genre imaginer des choses, par exemple, tu vas te dire je pense à ça et tout. Ces pensées-là, faut vraiment les laisser mûrir dans ta tête et vraiment y penser réellement, tu vois. Genre en mode, des fois, tu vas penser à un truc et tu vas dire ouais, mais en fait, c'est pas possible. En fait, si, c'est possible, tu vois. Pour moi, tout est possible. Et je me suis dit lancer une application, c'est pas possible. J'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi? Donc je suis allé sur internet, j'ai cherché et j'ai trouvé des solutions pour lancer mon application. Les solutions, c'est passer 7 mois dans une chambre à pas bouger, à pas voir le soleil, mais ça a marché, tu vois. Et puis voilà, c'était le but, c'est toujours la même chose, c'est d'aider les jeunes à progresser. Et en fait, si tu leur proposes un truc où dans leur téléphone, ils ont tout pour progresser, ça règle plein de problèmes, tu vois. Donc c'était ça, quoi. J'étais tombé sur ta vidéo qui m'avait fait pas mal rire. La vidéo de Docteur Bizarre. Ça s'appelle Docteur Étrange, je crois. Moi, je l'appelle Docteur Bizarre, ça lui mieux. En fait, c'est justement ça. C'est en fait, pour remettre en contexte les choses, c'était une vidéo où lui il faisait un top 5 des applications basket à télécharger. C'est ça. Et il a dit dans ce top-là, je vais pas mettre l'application Under the Game parce qu'elle est payante. Après, il avait dit le truc du genre. Il dit 70 € pour apprendre à dribbler. C'est fou, tu vois, tu te fais entuber, tu vois. Et toi, t'as super bien réagi, ça veut dire que t'as pris sa vidéo et t'as expliqué que dans ton application, t'avais une partie payante, certes, mais t'avais une grosse partie gratuite. C'est ça. Moi, ça m'a fait rire parce que déjà dans la vidéo, je crois qu'il s'appelle Docteur Étrange. Et toi, tu dis salut Docteur Bizarre. Ouais, en fait, quand tu connais un peu les réseaux sociaux et tout, il faut marquer l'esprit des gens dans les 3 premières secondes en général ou dans le début de la vidéo. Et moi, j'ai réfléchi à un truc, je me dis, vas-y, en fait, il se moque de mon truc. Ton nom, je vais le modifier, tu vois. Et le truc qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai gagné 300 € après cette vidéo, tu vois. Genre en mode, vas-y, moque-toi de mon application, mais au moins, je fais du business sur ton dos, tu vois. Merci, Docteur Étrange. Ça t'a fait de la pub. Ouais, en 24 heures, je fais 300 € avec lui, tu vois. Attends, 300 €, ils viennent d'où? De l'application? En fait, j'en ai fait un code promo. C'était Docteur Bizarre, le code promo. Oui, ok. Et donc les gens, ils ont acheté avec ce code promo. Donc ils sont contents parce qu'ils ont une réduction. Oui. Et moi, ça fait marcher mon business. Et donc merci encore à lui si tu regardes la vidéo. N'hésite pas à commenter encore, il n'y a pas de souci. On peut faire des trucs ensemble. Non, mais en plus, après, il me l'a dit, c'était pas méchant. Enfin, il m'a pas dit que c'était pas méchant, mais il m'a dit, t'es fort en marketing. C'est ce que je me suis dit. Je me dis, c'est un gros coup de market. Enfin, tu l'as bien marketé le tacle entre guillemets. Et ça, c'est une bonne chose, tu vois. Ça, c'est un truc où on va avoir une mission marketing. Ouais, comme je te dis, moi j'ai confiance en moi, en mon app. Je fais vraiment les choses pour aider les gens. Certes, il y a un business model derrière parce que au bout d'un moment, il faut vivre de son truc, tu vois. Et il faut pas être bête. J'ai envie de faire des choses dans mon business, mais le vrai truc, c'est d'aider les gens. Donc je fais tout, mais vraiment tout ce qui est possible pour fournir les meilleures vidéos possibles pour les jeunes. Et en plus, ça a un prix vraiment dérisoire par rapport à ce qui peut se passer aux States et tout. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il dit que l'appli est nulle. Je sais plus ce qu'il dit, enfin ce que t'as dit, quoi. Mais c'est que moi, j'ai les noms, les contacts, les mails de 45 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Il n'y a pas son nom dedans. Il a même pas essayé. Il n'a même pas téléchargé l'application. Donc en fait, il chie dessus, mais il a même pas testé. Et c'est pour ça que je me suis dit, en vrai, bon, s'il a testé, s'il a téléchargé le programme, il peut dire que c'est de la merde.
Mais frérot, t'as même pas essayé. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, bah si tu veux, je te donne l'accès et tout machin. J'ai pas eu de réponse, mais. Mais ouais, enfin. T'as vu mon nom dedans ou pas? Je sais pas, j'ai pas regardé tous les noms, je t'avoue, mais. Genre par exemple, c'est bête, mais il y a tellement de monde que je marque Bastien, il y a genre 3 pages de Bastien, et les pages c'est 30 personnes, donc il y a 90 Bastien dans l'appli, tu vois. Ouais. Bah justement, moi je me suis permis, enfin, je l'ai téléchargé en préparant du coup l'épisode pour voir un peu ce que ça donne, et c'est quelque chose d'assez cool au final. Il y a même un accès à ta communauté où ils peuvent échanger, tout ça, etc. J'ai même vu un qui demandait est-ce qu'il y a un live ce soir. Ouais, en fait, tous les dimanches, bon, malheureusement, là, j'en fais un peu moins parce que je bouge à droite à gauche pour des projets. Justement, j'essaie de développer l'application le plus possible. Mais tous les dimanches, j'essaie de faire un live pour répondre aux questions des abonnés. Et, en fait, le but, c'est qu'à la fin, tu aies des joueurs pros qui interagissent dans le live, des coachs pros, des personnes sur différents aspects du basket. Et en fait, tous les week-ends, tu as un mec à qui parler dans un domaine super intéressant et c'est gratuit, ça, les lives. Donc, j'invite toutes les personnes à venir dans les lives. Ceux qui viennent pas, franchement, ils perdent du temps parce que, en fait, c'est simple. Tu as plein de joueurs qui viennent, des joueuses. Ils me posent des questions, ils posent des questions aux gens et on leur répond direct en instant. Donc tu peux avoir des réponses à tes questions juste en téléchargeant l'appli, tu vois. Ouais, j'ai même vu qu'il y avait. Très bon marketing, encore une fois. J'ai même vu qu'il y avait dans un exercice, il y avait le préparateur physique du sport de la JL. Ouais. J'ai oublié son nom, mais c'est que Louis Bourlier. Voilà, que je follow sur Insta, je trouve qu'il fait du super contenu. Et le fait que tu puisses le faire venir sur l'application et au lieu de toi parler de ça, trouver quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine-là et d'en parler, ça peut être vraiment super cool. Oui, excuse-moi, je te coupe vite, mais en fait, moi je pars du fait que je connais pas tout et je veux, comme je t'ai dit, créer le meilleur produit possible pour les jeunes. Je vais pas faire, ce serait bête de faire tous les trucs tout seul, tu vois. Donc on va parler du dribble, etc. Je peux me débrouiller là-dessus, il n'y a pas de souci, l'analyse, etc. Mais par exemple, je vais aller voir un professionnel dans le mental. Là, c'est ce que j'ai fait récemment avec Mind et Anthony. Enfin, je vais aller voir un préparateur physique spécial sur la rapidité avec un coach qui va venir bientôt, là, dont je peux pas encore trop teaser le truc, mais voilà. Enfin, je vais chercher des experts de chaque domaine et que tout le monde aille dans l'application. Et comme ça, t'es jeune, t'es jeune, tu veux progresser, t'ouvres ton truc et hier j'ai douté sur mon match. Tiens, on va te fournir une pancarte que tu vas télécharger sur ton application avec tout ce que tu peux faire pour améliorer ton mental demain et pas louper tes shoots. Et tu vois, ça c'est. Enfin, j'aurais trop aimé avoir ça étant jeune. C'est clair. C'est clair. Franchement, les jeunes maintenant, ils ont de la chance parce que moi, je me rappelle à l'époque 2016, 2015, ouais, peut-être 2017, 2016, quand on se la butait. On aurait bien aimé avoir justement une application comme ça. Et c'est pour ça que maintenant les jeunes, ils ont de la chance. Ils ont l'accès à des outils comme ça qui peuvent, des petits tips, des petites applis qui peuvent les aider. Et à l'époque, si j'avais eu ça, même si lui, là, il avait eu ça. Non, franchement. Non, en fait, c'est trop bien parce que, le truc que les jeunes, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont conscients de ça. Mais en fait, déjà, c'est gratuit de base. Et en fait, tu peux bénéficier de trucs gratuitement pour progresser. Donc pourquoi pas le faire? Donc c'est pour ça qu'il y a autant de téléchargements déjà, parce que du coup les gens ils y vont. Et après, le côté payant, moi je peux comprendre des fois que ça puisse restreindre les gens, mais le temps qu'on passe dessus, c'est une dinguerie. Et j'essaye de baisser le prix le plus possible pour les jeunes, mais il y a un moment où déjà de 1, je vois qu'il y a des jeunes qui peuvent payer un prix bas et par exemple pas faire les exercices, qui se disent je vais payer un prix bas, je m'en fous, tu vois. Donc ça c'est relou, parce que moi je veux que le gars fasse l'exercice. D'accord. Et deuxièmement, moi ça me coûte des centaines et des centaines d'euros mensuellement de faire tourner mon app. Il faut qu'il y ait un business model derrière, tu vois. Ouais, c'est clair. Genre, tu vois, mais c'est des trucs qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, donc tu peux pas dire ok, je fais gratuit pour tout le monde, il n'y a pas de souci, tu vois. Et voilà quoi. Waouh, on voit pas l'envers du décor d'une application où tu te dis il y a l'investissement derrière et l'investissement financier aussi. Déjà au-delà de l'énergie, de l'investissement physique, etc. Enfin. L'investissement, tu vois, financier, et c'est vrai que tu peux pas t'attendre à ce que l'application, tu vois, soit gratuite, etc. Moi j'invite tout le monde à venir sur mon compte bancaire et comprendre que en fait tu vois, le truc qui est fou des fois, c'est que tu te dis les créateurs de contenu ils ont trop d'argent et tout machin. Certes des fois on a des très grosses rentrées d'argent et tout, mais ça dépend comment tu vois les gens. Moi j'essaie de faire comprendre aux gens que j'investis dans mon projet, genre tout l'argent que j'ai je le remets dans le truc, tu vois. Et ça il y a pas mal de gens qui peuvent peut-être pas le comprendre et tout, tu vois, mais ouais c'est des trucs où franchement, je fais des trucs. Déjà, des fois, je fais des vidéos YouTube qui me coûtent genre, je sais pas, 1500 balles. J'ai récupéré 100 balles sur la vidéo. Tu vois. Attends, pourquoi est-ce que la vidéo te coûterait 1500 devine le niveau des joueurs. On fait venir 5 candidats qui sont habillés de haut en bas, en puma, chaussures, etc. On loue une salle. Il y a 4 cadreurs, donc il y a à peu près le nombre de caméras qu'il y a là. On a un monteur pro qui se met dessus. On a des guests, donc des guests, bon, en général ils sont pas payés, ils sont gentils de venir, ça c'est cool. mais au final, tu dépenses 1000 € sur une vidéo, des fois j'en fais du coup,
pour amoindrir les coûts, j'en fais 2 en une journée. Donc, on est à 2 000 € la journée. Faut que tu te dises, je rentabilise la vidéo, tu vois. Et si t'as pas, en plus, les sponsors, c'est compliqué sur le basket. Ouais, quand tu dis par exemple, ils sont habillés de Puma de haut en bas, c'est vous qui payez les. Des fois, on peut payer des équipements, des trucs et tout pour des happenings. Des fois, ça peut être Puma qui nous donne des vêtements. Des fois, ils peuvent payer pour ça. Ils peuvent me payer pour ça. Ça dépend. Mais en fait, la plupart du temps, les gros concepts comme ça, moi, j'ai pas de marque dessus. Ils peuvent rentabiliser 100% la vidéo, quoi, tu vois. Et des fois, j'en ai pas du tout et ça rentabilise pas du tout la vidéo. Donc, il faut juger sur qu'est-ce qui va bien marcher, qu'est-ce qui peut rentabiliser un peu, qu'est-ce qui peut exploser et quelle marque je peux placer sur quel truc pour potentiellement faire un équilibre là-dessus, tu vois, ou même avoir du bénéfice sur faire au moins un win-win situation, quoi. C'est ça. Ouais. Du coup, je voulais revenir au niveau de la chaîne YouTube. Toi, aujourd'hui, tu as j'étais 300 000 abonnés, c'est ça? Je crois que je suis à 225. Au total, je suis à 400-500 000, tout confondu, mais je crois que je suis à 225. 200. Toi, tu t'attendais à avoir ce nombre d'abonnés en commençant? Non, je m'attendais pas à ce nombre, parce que je me suis dit, je fais un truc niché, en fait, de l'analyse vidéo, à quel moment il y a autant de gens qui analysent des vidéos, tu vois. Donc non, je m'attendais pas à ce nombre-là, mais je m'attendais à ce que ça fonctionne, j'étais confiant quand même dans le truc, tu vois. Parce que pour moi, ça avait une utilité. Mais c'est pas monté vite et à un moment ça a explosé. À un moment j'ai enchaîné 2-3 vidéos à 1 million de vues sur YouTube rapidement et là les gens ils se sont dit il y a un truc. Ah ouais, quand même. Et ça a pété, ouais. Je vais revenir aussi sur. J'ai complètement oublié. Sur l'application, tu as aussi un onglet où il y a ta marque de vêtements aussi. Ouais. Quelle est la motive derrière tout ça? Il n'y a pas de financement là-dessus, je vous le dis, c'est pas rentable. non, c'est juste kiffant. Moi j'aime trop me saper, j'aime trop. Les vêtements, tu vois, global. Et si j'avais les moyens, je ferais vraiment un truc qui me correspond à 100%. Mais la marque de vêtements, c'était un commencement là-dedans, tu vois. C'est True Ballers Only. C'est ça, True Ballers Only. Et c'était juste marquer un statement pour les fidèles personnes qui me suivent, tu vois, qui puissent avoir un truc et moi, je puisse porter quelque chose. Et j'ai de grosses idées et de gros projets là-dessus, mais pour l'instant, c'est pas... le premier objectif que j'ai, c'est vraiment l'appli, tu vois. Donc d'abord, je développe l'appli et après, potentiellement, si je peux, j'enchaîne sur la marque de vêtements. En parallèle. C'est ça, ouais. Dans tes contenus aussi, tu fais aussi... on voit que t'aimes la mode parce que parfois, tu montres des outfits, des sapes, etc. Mais tu montres aussi un intérêt pour la musique. Ouais. Est-ce que Under You Games... Il est là. On voit déjà l'artiste préféré qui est... Ouais, il me suit depuis trop longtemps. Enfin, je le suis depuis trop longtemps, je suis un ouf, moi. Ouais. Mais ouais, je le suis depuis super longtemps. Et en fait, c'est mon artiste préféré sur la globalité au long des années, tu vois. Actuellement, je sais pas si c'est mon préféré tout de suite, là. Mais tu connais, genre, j'écoute toujours ses sons à fond et tout. Donc, ouais, c'est top 5, pas 5e. Gros, pour le... Tu sais bien, parce que tu parles aussi à un fan de Drake, du coup, c'est super cool. Je pense que tu as dû écouter ses sons, son album, aussi les clashs avec Kendrick. Toi, t'en as pensé quoi de tout ça? On parle de quoi là? Du clash ou du... Non, en fait, moi, les sons dans la globalité, c'est des sons qui me parlent vraiment. Ouais. Tu vois, genre vraiment, ce qu'il dit et tout, je trouve ça cool. Et c'est un artiste qui... en fait, toutes mes années collège, même avant, jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des sons que j'ai écoutés en boucle. Et là, j'écoute encore ses anciens sons en ce moment. C'est ça. Et donc, ça, c'est fou. Et d'avoir vécu là, le concert, j'étais invité en loge VIP et tout au concert, tu vois, c'était... Tu dis putain c'est cool l'influence dans ces moments là, tu vois. Mais ça c'était incroyable. Et après le clash avec Kendrick, le truc c'est que moi j'étais un big fan de Kendrick aussi avant. Et donc là il y a mes deux poteaux là ils sont dans un clash, j'ai pas trop kiffé, je t'avoue. Mais bon, c'est de bonne guerre là, j'attends Iceman qui va sortir bientôt. Ça fait un moment qu'on l'attend Iceman. Ouais, on l'attend depuis longtemps. Le truc que je me dis c'est que les gens n'arrive pas à comprendre en général quand je dis que je suis fan de Drake. On me met bizarrement dans une case. Ouais. On me met dans une case qui est... Tu vois, Le regard il a changé après, tu étais en mode c'est ça, mais tu sais, on met en mode je suis bizarre ou quelque chose comme ça. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que Drake, en tout cas pour ma part, je l'écoute depuis que je suis... peut-être que j'ai 11 ans, tu vois, 12 ans, tu vois, depuis 2010, 2009. Et en fait... C'est quelqu'un qui m'a, je pense pour toi aussi, mais qui accompagne les gens de notre génération. C'est ça. Il nous a accompagnés pendant qu'on se construisait en tant qu'être humain, tu vois. Exactement ça. Et forcément, t'as des trucs, t'as des sons, tu peux, ce qu'il dit, tu peux relate, etc. Et même, moi, je trouve qu'il y a certaines musiques où tu les relis à ta vie, à des moments de ta vie. Par exemple, je vais écouter un son, j'ai pensé à ce moment de ma vie, tu vois. Ouais. Et ça, c'est trop fort. Et tu te dis, c'est clair. Je vais le réécouter, tu vois. C'est clair. Pour moi, c'est le GOAT, en fait, dans... Ah, oui et non. Le GOAT, ça reste MJ, tu vois, ça reste Michael Jackson. Mais c'est le meilleur artiste actuellement, genre c'est
c'est le LeBron de la musique. Ouais, c'est ça. En fait, il a une longévité de fou déjà. C'est ça. Tu vois. Après, moi, il y a. En fait, j'aime trop d'artistes, donc je sais pas. Enfin, je le mets dans mon top 5 et franchement, je le mets premier parce que voilà. Mais ouais, trop d'artistes ils sont trop forts maintenant. Par curiosité, il y a quel autre artiste que tu écoutes? Il y a Ye, que j'écoute, Kanye, que j'écoute beaucoup. Je pense qu'on sait tout son personnage, je suis pas pour. Mais sa musique, en fait, sa créativité musicale, et elle est dingue, tu vois. Et ça, c'est abusé. Là, il a sorti un album en plus qui est incroyable. Donc, Ye, ouais, il est dans mon top, je pense. Attends, juste, Ye, tu seras là à Marseille quand il va faire son. Bah là, j'hésite. Bah à ce moment, l'application elle prend toute métal. Donc c'est bizarre. Après, s'il m'invite, moi je suis chaud. Mais ouais, j'ai envie d'y être, tu vois. Ouais. En plus, son concert là en mode cercle, là, en mode lune et tout au sol, ça a l'air incroyable. Je sais pas si vous avez vu les images un peu, mais. Pas trop. Moi, en fait, son setup, c'est qu'en gros, t'as une arène et au centre, un grand cercle. Et lui, il est au milieu du cercle. Ah, ok. Il a toutes les lumières autour, ça fait un truc vraiment impactant, imposant, et c'est grave stylé, je trouve. Je parle de trucs de geek, en fait, je suis trop un geek des lumières, des non, images. Mais clairement, c'est super intéressant. Mais je suis sûr, ça me passionne ces trucs-là, mais laisse tomber. Mais ouais, du coup, je pense qu'il y a Ye. Après, il y a beaucoup de petits artistes que j'écoute à droite à gauche, en français, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les paroles en vrai. Donc je pense qu'il y a Luigi que j'aime beaucoup, tu vois. Je dis j'aime beaucoup les paroles et je vais te dire Hamza, il n'y a aucun rapport. Mais ouais, globalement, il y a pas mal d'artistes. Hein, j'en écoute. Je sais pas si tu connais Lil Kid, qui est malheureusement décédé il y a plusieurs années. Lil Kid, c'est un requin, cheveux rouges, loxés. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Lil Kid qui était trop chaud avant, et là, je sais pas, il a ressorti un son, ça m'a remis dedans, et du coup, j'ai réécouté ses sons à fond en ce moment. Mais ouais. Et après, beaucoup même du R&B, hein. Du Brent, tout ça, à fond. Mais ouais. R&B, ça devient beaucoup plus mainstream aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est ce truc. J'avais un débat avec un pote à moi, deux potes à moi justement. C'était il y a quelques années, mais je disais que le R&B actuel, il propose plus de choses que le R&B d'avant, tu vois, que le R&B à l'époque. Et ils m'ont chopé par le col, en mode gros, comment le R&B avant années 2090 c'était mieux, ça, etc. Je dis, c'est pas ce que je dis, les gars. Je dis juste que là, en termes de R&B, de la scénographie, enfin, t'as même des rappeurs, en fait, tu sais pas s'ils sont rappeurs ou chanteurs de R&B, tu vois. Ouais, bah je trouve que les genres ils se mélangent en fait maintenant, tu vois un peu. Et ça, justement, on va peut-être dire que je suis matrixé ou j'abuse de ça, mais Drake n'y est pas pour rien. Après c'est lui qui a ramené le flow de rapper et de chanter. Si on pense à Drake, là, moi, il y a un mec que j'ai pas mis dans mon top 5, mais que je suis obligé de mettre, mais Lil Wayne. Oui. Parce que c'est le père de Drake, au final. Oui, au final, c'est ça. C'est exactement donc, ça. En vrai, ouais, il y a... Ah, c'est fou, hein, parce que Lil Wayne, après, t'as Drake, après, t'as les enfants de Drake, après, c'est comme Carti, je sais pas, Playboi Carti, tu vois. Il y a tous les Destroy Lonely, tout ça, tous ces gars-là qui sont, pour moi, les fils de lui, tu vois, mais Carti, c'est le fils de Lil Wayne, de base, tu vois. En fait, c'est marrant, l'arbre généalogique de la musique, là, t'as Lil Wayne en haut, et après, t'as tout le reste. Mais ouais, je suis obligé de... On m'a dit, tu streamais aussi beaucoup à une époque, Lil Durk, etc. Durkio à fond. Mais ça, tu vois, ça c'est dans les années... au States, c'était obligé. C'est dans le grind. C'est dans le grind, c'est ça. Il y avait Lil Kid à ce moment-là, tu vois, c'est ces gars-là qui te... Je viens pas des trenches et tout, hein, mais tu connais, faut se sentir comme si. C'est ça. Non, c'était bien. En tout cas, Mathis, on touche à la fin de cette vidéo. Merci à toi d'être venu. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Bah, merci Je sais pas si toi, Nanou, t'as un mot à rajouter. Bah moi, à partir du moment où t'as dit que t'aimais Lil Durk, frérot, t'as tout le On est dedans. T'as pas mis le t-shirt TF aujourd'hui, c'est dommage. Non. J'ai hésité à faire un tatou au TF à un moment. Hein. Ah ouais. J'étais là-dedans. On a tous hésité. Ouais, moi, j'étais devant le tatoueur. Hein. J'étais là. Il me voit, il me dit, j'avais deux choix. J'avais OTF et j'avais genre un truc avec... Je sais même plus ce que j'ai. J'ai un truc en mode de... Ouais, je sais quoi, attends. Un truc en mode de Las Vegas, là, roulette, tout ça, là. Oui. Et vu que j'étais à Las Vegas, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça. Ouais. Le OTF, il est passé à deux doigts, tu vois. Mais ouais, c'est un meaning, c'est un peu un message, c'est Only the Family. C'est un truc après, tu vois... Family Forever. Ouais, je l'ai sur les mains, du coup. Mais ouais. Mais en tout cas, comme je disais, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, pouvoir échanger sur ton parcours. Merci, les gars. Je trouve que c'est quelque chose qui est super de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a pu tourner ses rêves et ses échecs en un business. Et c'est quelque chose de cool. Et merci à toi d'être venu. Bah, merci, les gars, ça fait plaisir. Hein. Ça fait vraiment plaisir. S'il faut revenir, on revient. Let's go! On a un truc à dire encore. Let's go! Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker si vous avez aimé. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode.
C'est à toi d'être venu, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et yes, finito. Vous êtes chaud les gars, vous êtes chaud. Il t'a dit